bonjour. Quel enseignant de l'enseignement supérieur ne s'est jamais retrouvé face à des dos d'écran venant se substituer au visage des étudiants? Qui ne s'est jamais senti très seul après avoir posé une question aux étudiants dont les regards tournés vers les écrans restent insaisissables? Quel enseignant n'a jamais entendu les cliquetis des claviers tandis que son propos ne nécessitait en aucun cas de prise de notes? C'est aujourd'hui cela, la réalité d'une salle de cours dans l'enseignement supérieur. 3 protagonistes y sont présents, l'étudiant, l'enseignant et l'écran. Et généralement, l'étudiant se retrouve face à 3 écrans. Celui de la classe, utilisé par le professeur, son outil de prise de notes, ordinateur portable, voire tablette, et son smartphone, qui pousse sans mesure un flot de notifications troublantes. Mais avant d'avoir été envisagé comme un dispositif connecté, l'écran a d'abord été considéré comme une évolution plus ou moins légitime du couple papier-crayon. Auparavant et encore aujourd'hui, dans quelques établissements, les espaces pour se connecter à Internet étaient limités. La norme du tout connecté est finalement assez récente et va de pair avec le pullulement des ordinateurs portables dans les classes, la croissance fulgurante des smartphones et des forfaits de données associés. Malgré cette évolution, certains conservent le papier comme support de prise de notes. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Interviennent peut-être la notion de plaisir, la volonté de ne pas être tenté par. D'ailleurs, on ne prend plus réellement de notes avec un ordinateur portable. On abandonne les flèches et les tirets pour des phrases plus complètes. Pour une retranscription fidèle, on court après les mots. Je me souviens de cours de droit de sciences politiques où le contenu était si dense que le clavier apparaissait comme la seule alternative possible. Et pour être certain de l'orthographe d'un traité, je considérais Internet comme mon meilleur allié. Facebook ne faisait pas partie de l'historique, je vous le promets. Était-je une exception? Je ne le pense pas. Ce serait tout de même trop d'honneur. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas oublier l'utilisateur qui a le choix de maîtriser l'outil et d'imposer son propre rythme. Oui, l'utilisateur fait ses choix. D'ailleurs, en tant qu'enseignante, je ne pense pas trahir la pensée, la parole de mes collègues en affirmant que nous apprécions grandement que l'étudiant fasse le choix de suivre notre cours. Nous l'apprécions, mais nous ne pouvons que l'espérer, ce bon choix de notre point de vue, puisque nous ne maîtrisons pas la navigation de nos étudiants. Une navigation souvent vécue comme un nouvel espace de liberté, généralement synonyme d'absence de frontières, de richesse, d'évasion. De ce point de vue, une navigation précieuse. Mais ce nouvel espace, cher aux étudiants, vient s'insérer dans un dispositif d'enseignement qui, lui, reste traditionnel, le plus généralement, avec ses normes, avec sa hiérarchie, le contrôle, la sanction. L'écran s'est donc immiscé progressivement, sans bruit, sans lettre officielle et sous différentes formes, dans un ancien cadre. Ce faisant, l'espace du cours s'est transformé, comme naturellement, sans que les écoles de l'enseignement supérieur, les universités, les instances ministérielles ou encore les enseignants aient pu réfléchir à cette évolution. Nous l'avons comme constaté un matin, les écrans étaient parmi nous. Alors vous me direz peut-être, pourquoi cette soudaine prise de conscience? Il n'est plus temps de s'interroger ainsi, alors que les administrations ont déjà installé à grands frais, souvent, des bornes Wi-Fi. Je comprendrai cette remarque, car chacun d'entre nous a l'impression d'être dans un mouvement irrépressible, un mouvement qui nous conduit vers la dématérialisation et le tout connecté, vous l'avez dit, Florian. Mais oui, une prise de conscience tout de même. Elle s'explique par le fait que la rencontre entre le nouveau cadre des écrans et l'ancien cadre de la salle de cours n'aboutit pas systématiquement à un mariage heureux. Par exemple, les écrans généralisés peuvent très rapidement devenir des boucliers entre les étudiants et l'enseignant. Ou encore, les nouvelles pratiques d'étudiants influencées par l'utilisation quotidienne des écrans peuvent conduire à du zapping, à un difficile maintien de l'attention ou encore à des problèmes de mémorisation, car bon nombre d'études montrent les méfaits de l'usage des écrans sur l'attention et les apprentissages, les sons. Et oui, le fameux problème d'attention causé par l'usage des écrans. Pardonnez-moi Delphine. Des études américaines se sont en effet intéressées à cette pratique du multitâche et à ses conséquences chez les étudiants. Le phénomène prend, il est vrai chez certains, des proportions de l'ordre de l'addiction. Mais au-delà de cette capacité à être sans cesse connecté, n'est-on pas tenté, quand l'effort n'est pas synonyme de plaisir, de s'égarer? David Meyer, professeur de psychologie à l'Université du Michigan, rappelle que le cerveau ne peut réaliser 2 tâches au même moment
que si elle s'appuie sur des ressources totalement différentes. Ce n'est pas le cas lorsqu'un étudiant converse sur Facebook, Skype ou KakaoTalk alors qu'il est en cours. Il sollicite des facultés semblables et active à 2 reprises son cortex préfrontal. L'attention se disperse. La fatigue mentale s'installe. Comment se concentrer lorsqu'il faut sans cesse venir et aller? La mémorisation est affectée. Comment faire appel à des connaissances qui n'ont jamais été bien assimilées? Russell Polrak, professeur de psychologie et de neurobiologie à l'université du Texas, à Austin, s'aperçoit que selon les circonstances, que l'on exécute une seule ou 2 tâches, ce ne sont pas les mêmes régions du cerveau qui sont activées. La mémoire agit différemment, des difficultés à extrapoler se font sentir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de résister à un marshmallow, mais à l'appel de l'écran. Et cet écran facilite sans doute la déconcentration puisqu'il permet de s'évader du cours tout en assurant une présence physique, impunément donc, et d'ailleurs sans aucune gêne. C'est ici que réside le réel combat, puisqu'elle peut se fonder sur un jugement erroné, la représentation d'une pratique maîtrisée et chez les étudiants bien ancrée. Elle ne nuit pas en soi à la santé. Qui oserait interdire de rêver, de bavarder? Mais mal délimitée, elle affecte le bon déroulement du cursus. Les entreprises, quant à elles, raisonnent différemment en termes de performance. Pour elles, être multitâche est une qualité. J'ai rencontré un grand nombre d'étudiants pour qui l'écran n'était pas synonyme de relâchement, mais l'occasion rêvée de parfaire leur réseau sur LinkedIn, sur Twitter, ou encore achever un travail personnel, voire un devoir à rendre ultérieurement. Ils m'ont renvoyé à cette question à l'heure où les formations entendent se professionnaliser. Vient-on en cours pour étancher une soif de connaissance ou pour préparer au mieux son entrée dans la vie active? Pour ces mêmes étudiants, la classe n'est parfois qu'un moment contraint, peu considéré. L'écran comble alors un vide et donne l'impression de s'éloigner de l'ennui, de l'inutile, de ne pas perdre du temps, en somme. Ces données scientifiques, ces résultats incontestables, ces constats d'étudiants, sont autant de balises engageant la communauté enseignante vers une solution radicale, la seule qui s'impose, la suppression des écrans en salle de cours. Logique du chiffre, mais logique caduque dès lors qu'on la confronte à d'autres données, notamment celles concernant les pratiques et l'équipement en écran. En 2012, presque 6 écrans sont présents dans les foyers comptant un jeune de 15 à 24 ans. 6 écrans. Je vous laisse rapidement compter. En 2011, 63% des jeunes sont équipés en ordinateur portable et plus de 90% de ces mêmes jeunes en téléphone portable. Alors, s'il est toujours envisageable de supprimer les écrans d'une salle de cours, finalement il suffirait de l'interdire, est-il souhaitable de le faire, comme le suggèrent certains neuroscientifiques? La situation est plus complexe et ambiguë que cela. Il y a cette idée qu'il suffirait de 3 ou 4 mots-clés pour satisfaire notre désir de savoir à un moment donné. Les informations grouillent, certaines doivent être appelées, d'autres nous sont directement poussées. Elles sont portées à notre connaissance, mais à ce stade, elles ne constituent en rien des connaissances. Pourrait-on reléguer tous les éléments factuels au tiroir imaginaire des squelettes connectés? Notre esprit finirait alors par se dédier à l'interprétation, à l'analyse, ou sombrer dans la plus absolue des fainéantises. Car oui, une réflexion n'est pas une compilation d'informations récoltées ici et là, mais bien une prise de recul sur ses propres connaissances. C'est une mise en abîme de la pensée. Dès lors, comment prétendre raisonner sans mêler la nouveauté à des fonds plus mûrs et tourmentés? À qui revient la faute? On peut se le demander. Est-ce donc l'étudiant qui fuit l'effort, qui n'envisage plus qu'une ossature de cours? Est-ce le professeur qui n'arrive pas à faire lever les yeux de ses élèves parce que son contenu n'en vaut pas la peine, parce qu'il ne saisit pas la demande de ses étudiants, leur nouvelle façon d'être? Est-ce l'écran lui-même, de par les pratiques qu'il génère? Ne faut-il pas réfléchir plus en amont? Les étudiants qui vont continuellement sur Facebook en cours ne seraient-ils pas les étudiants qui, hier, regardaient par la fenêtre? Car celui qui se laisse prendre par la pratique du multitâche est peut-être celui qui, au-delà de la technologie, ne peut cesser de se disperser. Donc, une situation qui trouve plusieurs explications, on le voit bien dans vos propos. Parmi ces explications, un lieu commun. On ne peut pas être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. La gamification est un outil intéressant pour créer du lien entre les professionnels d'une même entreprise. Quel est votre numéro de portable? Toutes ces assertions sont aujourd'hui des évidences. C'est ainsi qu'on en arrive parfois à des situations aberrantes. Des parents, par exemple, qui achètent l'accès aux jeux en réseau pour ensuite lutter contre l'usage trop important que peuvent en faire leurs enfants,
Ou encore, je me souviens d'un responsable d'entreprise ayant pour client majoritaire des personnes âgées m'expliquait toute l'importance d'être sur les réseaux sociaux pour toucher sa cible. Une cible donc de personnes âgées qui seraient touchées via les réseaux sociaux. On le voit finalement, il faut bien admettre que ce n'est pas parce que l'outil est là que tout est fait. Il est temps de nous défaire de certains lieux communs. Suivre les évolutions de son temps, rester sur la belle autoroute de l'innovation, cela ne signifie pas nécessairement, obligatoirement, une présence des écrans dans les salles de cours. En revanche, je suis convaincue, il est prouvé, que tout nouvel outil qui se massifie, comme les écrans, a un impact sur nos façons de faire et sur nos façons de penser. Il est donc impératif d'y réfléchir, de comprendre les motivations des uns et des autres, les usages, les effets de l'outil. C'est alors que l'enseignant peut faire des choix éclairés. Et si le choix est d'utiliser l'écran en cours, alors il est essentiel de renouveler le contrat pédagogique qui lie les enseignants et les étudiants. Un contrat pour définir le rôle de chacun et les pouvoirs en fonction de cette présence des écrans. Si l'on s'engage dans cette réflexion, la problématique centrale pour l'enseignant est la suivante: comment construire un nouveau contrat pédagogique qui se situe dans le cadre de la rencontre entre l'univers de la pédagogie traditionnelle et l'univers des écrans et de leurs pratiques majoritaires, sachant que ces deux univers se contrarient bien souvent, voire s'opposent dans les esprits. La temporalité longue de la construction des savoirs d'un côté, contre le temps haché du zapping et du lien hypertexte, la présence virtuelle sur la toile contre la présence physique dans la salle de cours, le cadre contraignant du dispositif universitaire ou de l'enseignement supérieur contre le sentiment de liberté dans l'espace virtuel. C'est dans ce cadre instable donc et complexe qu'il faut réfléchir la mise en adéquation entre le sujet et les objectifs du cours, les pratiques et les modes de pensée des étudiants et la structure intellectuelle affective de l'enseignant avec le bon outil. Il me semble intéressant de penser précisément cet ensemble comme une rencontre, avec tous les aléas de la rencontre, les bonnes comme les moins bonnes surprises, dues aux caractéristiques de chaque protagoniste, avec les nécessaires réajustements, impliquant souplesse, impliquant écoute, si l'on souhaite que la rencontre se fasse et qu'elle se passe bien. Et au fond, est-ce au cours de s'adapter? Comment assurer la délivrance d'un savoir demandant réflexion pour être assimilé, ce que l'on sait pour l'avoir appris? N'est-ce pas le rôle de l'université, de l'école, de justement approfondir et parfois bousculer? Tout peut-il être ludique, prêt à être consommé? Non. Et heureusement, dans un certain sens, l'enseignement, c'est aussi emmener l'esprit sur des chemins passionnants, captivants. J'ai beau aimer l'écran, face à une leçon de coréen, il ne vaut rien. La quête de connaissances est loin d'avoir disparu, et le cours reste globalement un moment attendu. Les écrans ont attisé la curiosité des élèves et n'ont pas éreinté leur humilité. La fougue est vive, il ne met pas en scène un acteur qui sait et un public qui se tait, l'un fait appel à l'intelligence de l'autre. L'échange est un instant éphémère, où l'on apprend, comprend, donne et ordonne sa pensée. Des certitudes ne sont plus. Internet regorge d'informations qu'il faut traiter et doter d'un contexte. L'enseignement supérieur dispense alors l'indispensable, le recul, et offre les clés pour ensuite, en toute autonomie, s'y retrouver. L'enseignement supérieur ne se construit pas contre, mais avec les nouvelles technologies. Il se nourrit d'elles, s'enrichit, et quand il le faut, s'en affranchit. Il s'agit bien pour le moment d'un idéal que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, partagent. Comment s'y prendre pour s'en approcher de cet idéal? Alors que, vous le dites, l'accès au savoir fait envie, mais il rebute aussi, parce qu'il demande beaucoup d'efforts. De l'effort dans un monde qui tend à nous faire croire que le tout ludique est possible. L'enseignant peut très vite avoir l'impression d'aller à contre-courant. La question qui s'impose alors à lui serait comment utiliser les écrans pour aider les étudiants à trouver l'accès à la connaissance et les inciter à emprunter cet accès alors que cet accès n'est pas ludique par nature, qu'il est difficile et qu'il fait parfois mal. Se poser cette question nous éloigne grandement de l'usage généralisé du PowerPoint dans les salles de cours. Je pense à 2 points précis sur lesquels on pourrait réfléchir. Il y en a bien d'autres évidemment. Le premier concerne la temporalité du cours. Nous l'avons vu, les étudiants utilisent parfois les écrans pour passer le temps. C'est une certaine gestion du temps qui n'est pas forcément toujours du goût des enseignants,
Mais finalement, l'enseignant ne peut-il pas lui aussi développer d'autres usages des écrans, des usages qui contribueraient à la gestion de la temporalité du cours? Par exemple, peut-on créer une alternance des rythmes en créant de l'interaction via les écrans? Je pense aux réflexions du groupe via les plateformes de prise de notes collaborative, ce qui existe déjà. Un étudiant pour prendre des notes, le reste de la classe, le reste des étudiants pour affiner et questionner ces notes via les écrans des étudiants, l'ensemble étant projeté sur l'écran classe, ce qui permet à l'enseignant de construire son cours sur la base des réflexions en direct de ses étudiants. C'est indéniablement un exercice d'équilibriste. Un exercice nécessitant un contrat de départ entre les étudiants et l'enseignant afin d'éviter les interventions inopportunes sur l'écran de la classe. Mais le développement des interactions croisées, plus complexe que le seul rapport enseignant-étudiant, donne un sentiment différent du temps, un sentiment qui résulte d'un nouveau rapport au savoir. On passe de la transmission des savoirs à la co-construction du savoir propre à chacun. Le deuxième exemple porte sur la forme de la pensée que l'on souhaite développer, linéaire ou complexe, et l'idée qu'elle doit être soutenue par l'écran utilisé. Par exemple, marier l'initiation, l'introduction aux théories, qui est de l'ordre de la pensée complexe, avec un support PowerPoint, là encore, qui est de l'ordre de la pensée linéaire, relève en ce sens de l'aberration. Il est important d'obliger les étudiants à lâcher les plans implacables, les représentations linéaires et même toute tentative de représentation visuelle d'une pensée complexe, car l'étudiant aura toujours tendance à s'en remettre à ces représentations visuelles. Or, celles-ci sont nécessairement lacunaires et leur échapperont toujours à ces étudiants tant qu'elles ne sont pas le produit de leur propre savoir. Oui, le support visuel a promu une pensée linéaire qui finalement offre une certaine facilité. On se laisse guider, porter jusqu'à l'examen, il n'y a pas de surprise. On sait comment cela va se passer, tout doit être structuré, presque homogénéisé. Mais le cours est aussi, on l'a vu, cette invitation à s'extirper de codes bien instaurés, à prendre du recul face à des schémas établis. En ce sens, que penser de l'école inversée ? Rien de si novateur en soi, à l'université Sogang de Séoul, où j'ai étudié, les futurs ingénieurs travaillent déjà avec des séquences vidéo. Ils les assimilent à leur rythme, revoient un moment du cours s'ils n'ont pas compris, ou au contraire accélèrent une partie. Surtout, ils peuvent s'exercer. La prise de notes, par sa nécessaire rapidité, ne le permet que très rarement. À l'université Sogang, toujours, le cours envoie à des lectures, à des sessions de travail en groupe. L'essentiel est délivré, mais c'est à l'élève d'aller plus loin, à chacun de décider jusqu'où. Le cours, lui, établit un minimum. Il est important, il est urgent aujourd'hui que l'enseignement supérieur et ses acteurs, notamment les enseignants, remettent en cause les poncifs, aillent au-delà des lieux communs concernant le savoir et les façons de transmettre ce savoir, notamment à l'aide des écrans. Et pour aller plus loin encore, si l'enseignement à distance est un objet aujourd'hui de préoccupation forte, on le voit avec le développement des MOOC, ne faut-il pas aussi, et je dirais même ne faut-il pas d'abord, repenser le jeu à trois qui se développe dans le théâtre qu'est la salle de cours? Sinon, nous risquons de penser toujours plus l'enseignement à distance comme un substitut de l'enseignement en présentiel et non comme un élément complémentaire. Et nous l'avons constaté en préparant cette conférence, même en disposant d'excellents outils